Bonjour à tous, et bienvenue sur Code Bloodfield, là où nous révélons des vérités glaçantes, des crimes choquants, et les recoins les plus sombres de l'esprit humain. Aujourd'hui, nous plongeons dans un massacre qui n'a pas seulement bouleversé toute la nation australienne, mais a aussi forcé le monde entier à se poser une question. Comment un homme avec le QI d'un enfant a-t-il pu commettre l'une des fusillades de masse les plus meurtrières de l'histoire moderne? Ce n'était pas un soldat entraîné, ni un extrémiste radical, et encore moins un génie du crime. C'était quelqu'un que des médecins avaient pourtant averti comme étant un danger potentiel pour la société, et qui, en une seule journée, a ôté la vie à 35 innocents. Mais ce n'est pas seulement une histoire de balles et de sang. C'est un rappel terrifiant de ce qui arrive quand on ignore les signaux d'alerte, qu'on minimise la maladie mentale, et qu'on laisse l'isolement s'aggraver sans contrôle. Ce que vous allez entendre est bien plus qu'un récit criminel. C'est une tragédie nationale, une étude psychologique, et peut-être l'avertissement le plus brutal qu'un pays puisse recevoir. Alors ne détournez pas les yeux, car ce qui suit, c'est la descente troublante de Martin Bryant, et l'héritage horrifique du massacre de Port Arthur. Imaginez un garçon marchant dans le couloir de son école, épaules affaissées, regard fuyant, évitant tout contact visuel. Les autres enfants se moquent de lui, mais ne rient jamais avec lui. Les professeurs le qualifient de « lent », mais ce mot est bien trop faible. À l'âge de 10 ans, Martin Bryant est déjà marqué comme différent et pas dans le bon sens. Son QI 66. Son diagnostic trouble de l'apprentissage. Sa réalité isolement, confusion, colère sans nom. De l'extérieur, il ressemble à un enfant maladroit qui ne s'intègre pas. Mais à l'intérieur, quelque chose de bien plus sombre est en train de se former. Pourquoi est-ce qu'ils me détestent tous ? A-t-il un jour demandé à sa mère après avoir été exclu une fois de plus d'une activité scolaire. Un autre jour, après avoir tué l'oiseau d'un voisin avec une fronde, il a simplement déclaré « Ce n'était qu'un stupide oiseau. Pourquoi tu pleures ?» Certains le prenaient pour un enfant cruel. D'autres pour un simple idiot. Mais la vérité, il était négligé, émotionnellement instable, un enfant perturbé dans un monde sans repère. Martin ne s'est pas perdu entre les mailles du filet. Il était la faille, qui s'agrandissait, s'assombrissait, devenait plus dangereuse chaque année. À 14 ans, même les professionnels admettent ne plus pouvoir l'aider. Un psychologue écrit dans un rapport. Il ne peut pas se connecter aux autres. Il ne ressent ni remords ni empathie. Il ne pourra probablement jamais vivre de manière autonome. Et pourtant, il a fait. Il a même prospéré, dans le chaos. Dans un monde qui refusait de l'accepter, Martin a commencé à construire le sien. Un monde sans règles. Un monde où la douleur devenait pouvoir. Mais personne ne faisait attention. Ni les professeurs. Ni ses parents. Ni le système. Et Martin Bryant a grandi, seul, en colère, incompris et invisible aux yeux de ceux qui auraient pu l'arrêter. Après des années de rejet et d'isolement, la vie de Martin Bryant prend un tournant inattendu. Il entame une relation étrange avec Helen Harvey, une femme plus âgée, riche, recluse, vivant dans un manoir délabré rempli de chats et de chiens. Pour la plupart des gens de la ville, elle est la vieille riche cinglée. Mais pour Martin, elle devient peut-être la première personne qui ne le traite pas comme un fardeau. « Je l'aimais bien, dira-t-il. Elle ne criait pas sur moi comme ma mère. Elle me souriait et me donnait tout ce que je voulais. Hélène l'emmène au restaurant, lui permet de dépenser librement, et lui laisse même le contrôle des décisions domestiques. Imaginez donner les clés d'un royaume à un enfant, sans aucune règle. Puis vient l'accident mystérieux. En 1992, Martin est au volant quand leur voiture sort de la route. Hélène meurt sur le coup. Martin s'en sort sans une égratignure. Les autorités concluent à un accident.
Aucune charge retenue. Mais des rumeurs circulent, simple malchance, ou acte intentionnel. Une chose est sûre, Martin hérite de tout. Terrain, propriété, argent, liberté. Et personne pour le freiner. Maintenant j'ai tout, dira-t-il plus tard. Et pourtant, personne à qui parler. Cette solitude étouffée sous une soudaine richesse commence à pourrir de l'intérieur. À partir de là, la chute de Martin Bryant s'accélère. Après la mort d'Hélène Harvey et l'héritage soudain d'une immense fortune, Martin Bryant entre dans une vie dont beaucoup rêveraient. Mais ce n'est pas un rêve, c'est une dérive, solitude, paranoïa et délire, sans personne pour l'ancrer. Martin ne travaille pas. Il n'a pas d'amis. Aucune relation amoureuse. Seulement des armes, de l'alcool, et un esprit de plus en plus sombre. Il se promène en ville, les gens l'évitent. Il parle, les gens l'ignorent. Il agit étrangement, les gens rient, puis passent à autre chose. Certains le voient imiter un sniper dans son jardin, visant les touristes. D'autres l'entendent ricaner après avoir tué des animaux avec une carabine à air comprimé. Je voulais juste voir ce que ça faisait de faire peur à quelqu'un, dira-t-il à un voisin. Mais pire encore, ce sont ses paroles. Un jour, je ferai quelque chose dont le monde entier se souviendra. Je déteste les touristes. Ils prennent la vie que j'aurais dû avoir. Mais personne ne le prend au sérieux. On le décrit comme bizarre, mais d'inoffensif. Cette erreur coûtera plus tard la vie à 35 innocents. Des années avant le massacre, un psychologue avertit. Martin présente des signes de troubles de la personnalité. Il ne montre ni empathie, ni remords, et représente un risque élevé pour la société s'il n'est pas surveillé. Mais personne ne l'a surveillé. Personne n'est intervenu. Légalement, il n'avait pas dépassé les limites, et la loi n'agit qu'après les crimes. Les indices étaient là, ses paroles, ses obsessions, son isolement. Mais la société était trop occupée, trop indifférente, ou trop heureuse pour creuser plus profondément. Martin Bryant n'est pas devenu un monstre du jour au lendemain. Il sombrait lentement dans l'obscurité, et personne ne regardait. 28 avril 1996. Le soleil brille sur le site historique de Port Arthur, en Tasmanie. Les touristes se promènent parmi les ruines de l'ancienne prison, sans savoir qu'un visiteur parmi eux est sur le point d'y répandre le sang. Il s'appelle Martin Bryant. Il n'est pas entré dans l'histoire. Il l'a explosé par les balles et le feu. Avant d'arriver à Port Arthur, Bryant s'arrête à la pension Six Cap, une propriété qu'il avait voulu acheter, mais que David et Sally Martin, les propriétaires, avaient refusé de lui vendre. Là, il les assassine tous les deux. Certains y voient une vengeance personnelle. Le vrai motif reste un mystère. Ensuite, il charge des fusils semi-automatiques, des cartouches, et prend la route. Au café bondé du site, Bryant s'assied près de la fenêtre avec un sac de sport. Il commande un repas. Rien d'anormal. Puis il se lève. Il sort un fusil d'assaut AR-15 et commence à tirer. Le bruit était assourdissant. Les gens sont tombés d'un coup. Il y avait du sang, des cris, la panique, puis le silence, racontera un survivant. En moins de 90 secondes, 20 personnes sont mortes. Pas de temps pour fuir. Aucune alerte. Juste la violence. Il quitte le café et tue une mère et ses deux enfants. Il détourne une voiture, puis abat 4 autres personnes à un poste de péage. Ce n'était pas une fusillade. C'était un massacre. Certains fuient. D'autres font les morts. D'autres encore se cachent derrière des arbres. Mais Bryant les traque, un à un. Il retourne ensuite à Six Cap, kidnappe un homme, Glenn Peer, en chemin, et se retranche dans la maison.
Il incendie une voiture devant et se prépare au siège. La police arrive rapidement. Un affrontement de 17 heures commence, alternant tirs, fumée et silence inquiétant. À l'aube, les forces de l'ordre donnent l'assaut. Bryant est capturé vivant. Glenn Peer est retrouvé mort. Je l'ai fait parce que je voulais qu'on se souvienne de moi, dira Bryant à la police d'un ton glaçant. Le massacre de Port Arthur reste la fusillade la plus meurtrière de l'histoire australienne. Martin Bryant, un homme au QI de 66, rejeté toute sa vie, obsédé par le pouvoir, avait commis l'impensable. Après 17 heures de siège dans la maison d'Otis Cap, Martin Bryant est capturé vivant, le visage brûlé, mais toujours avec ce sourire troublant. Quand la police lui demande pourquoi il a fait ça, sa réponse glace le sang. Je voulais juste que les gens sachent qui je suis, comme ces gens célèbres en Amérique. Bryant fait face à 35 chefs d'accusation de meurtre, entre autres. Mais ce qui choque le public, ce n'est pas seulement le nombre de morts, c'est le calme glaçant dont il fait preuve au tribunal. Il ne pleure pas. Il ne s'excuse pas. Et lorsqu'un témoin, en larmes, raconte la perte d'un être cher, Bryant rit. À cet instant, plus personne ne doute de son absence totale de remords. Les experts confirment, son QI est de 66, équivalent à celui d'un enfant d'école primaire. Certains soutiennent qu'il ne comprenait pas pleinement ses actes. Mais la justice devait parler au nom des 35 vies perdues. Finalement, la Cour le condamne à 35 peines de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Il mourra derrière les barreaux. Le massacre provoque une onde de choc national. Les rues se remplissent de colère et de deuil. La question sur toutes les lèvres. Comment quelqu'un comme lui a-t-il pu obtenir des armes aussi facilement? 12 jours plus tard, le gouvernement adopte l'accord national sur les armes à feu, la législation sur les armes la plus stricte de l'histoire de l'Australie. Parmi les mesures: interdiction des fusils semi-automatiques et automatiques. Programme national de rachat d'armes à feu. Vérification obligatoire des antécédents et licences strictes. Plus de 650 000 armes sont remises et détruites. Depuis le massacre de Port Arthur en 1996, aucune autre fusillade de masse d'une telle ampleur n'a eu lieu en Australie. Martin Bryant, bien que symbole de destruction, a déclenché involontairement l'une des réformes sur les armes à feu les plus réussies au monde. Martin Bryant n'était pas un criminel typique. Il n'était pas motivé par une idéologie. Il n'a pas agi par vengeance. Il n'était membre d'aucun groupe. Il était un homme seul, perturbé, abandonné par le système. Certains spécialistes pensent qu'il souffrait d'un trouble de la personnalité antisociale, de traits narcissiques, et d'un fonctionnement cognitif très bas, un mélange mortel d'absence d'émotion et de rage impulsive, nourri par des années d'isolement et d'absence de soutien. Mais est-ce suffisant pour expliquer ces actes? Aucune explication ne semble suffisante. Aucun diagnostic ne peut vraiment justifier l'ampleur de l'horreur qu'il a provoquée. Martin Bryant ne se cachait pas. Il disait des choses troublantes, imitait la violence, montrait des signes de déconnexion dangereuse. Les gens l'avaient remarqué, mais n'ont rien fait. Il a été moqué, ignoré, rejeté. Mais jamais aidé. Jamais arrêté. L'horreur véritable n'est pas seulement les 35 morts ce jour-là. C'est le fait que beaucoup de ces vies auraient pu être sauvées si quelqu'un avait agi plus tôt. Le massacre de Port Arthur n'est pas juste une histoire criminelle. C'est un miroir. Il reflète les failles dans notre façon de traiter la santé mentale. Il expose les brèches de nos systèmes de prévention de la violence. Il montre comment l'accès facile aux armes, combiné à une détresse psychologique non traitée, peut mener à des conséquences catastrophiques. Mais surtout, il montre à quel point le silence est dangereux. Quand les signaux d'alerte sont ignorés,
quand les comportements étranges sont tournés en dérision, quand les esprits troublés sont laissés à eux-mêmes, la tragédie devient inévitable. Martin Bryant voulait la célébrité. Il voulait que le monde se souvienne de lui. Mais l'héritage ne lui appartient pas. Il appartient aux 35 victimes innocentes, à leurs familles, et à une nation qui a transformé la douleur en changement réel. Que cette histoire soit un rappel. Nous ne pouvons plus détourner les yeux. Pas des signaux. Pas de la maladie mentale. Pas des systèmes qu'il faut réparer. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si ce récit vous a touché, pensez à vous abonner pour plus de plongée dans la psychologie derrière les crimes les plus sombres de l'histoire. À la prochaine fois. Restez vigilants, restez compatissants, et ne cessez jamais de vous poser la question. Pourquoi ?